History Secrets. L'histoire des grandes puissances est rarement déterminée uniquement par des guerres extérieures. Très souvent, le destin d'une nation dépend de quelque chose de bien plus profondant. De la manière dont elle organise sa propre société. Et des valeurs qu'elle décide de placer au centre de son identité collective. Selon une interprétation controversée présentée dans certains débats géopolitiques récents, la Russie fait face exactement à ce type de dilemme. Un dilemme civilisationnel. Un choix entre deux modèles de société. D'un côté, le modèle du consommateur. De l'autre, le modèle du guerrier. Dans cette interprétation, le consumérisme moderne crée une société extrêmement confortable, mais aussi profondément passive. Les individus commencent à organiser leur vie autour du confort, du divertissement et de la prospérité matérielle. Acheter, voyager, consommer, chercher la sécurité individuelle. Cette structure sociale crée de la stabilité. Mais elle peut aussi réduire la disposition au sacrifice collectif. Dans cette logique, une critique radicale apparaît. Une société excessivement consumériste peut perdre sa capacité de mobilisation. Lorsque des crises existentielles surgissent, ces citoyens peuvent hésiter à défendre le système. Ou simplement préférer préserver leur propre confort. C'est à ce moment qu'émerge le concept du « is guerrier ». Le guerrier représente une mentalité complètement différente. Il ne s'agit pas seulement d'un soldat, mais d'un individu qui croit pouvoir façonner le cours de l'histoire. Un individu prêt à sacrifier son confort personnel pour des objectifs collectifs. Dans cette vision, la guerre commence à jouer une fonction sociale, une fonction disciplinaire, une manière de créer une cohésion nationale. Structure, sens et but. Certains défenseurs de cette interprétation soutiennent que les conflits peuvent renforcer certains aspects d'une société. Ils mobilisent les ressources, créent de l'unité et imposent une discipline collective. La guerre, dans ce sens, cesse d'être seulement un instrument de conquête territoriale et commence à être vue comme un mécanisme de transformation sociale. Cette lecture est souvent associée à ce que certains analystes appellent le Hensputinisme, une idée selon laquelle la Russie devrait s'organiser comme une civilisation guerrière, en opposition au modèle libéral occidental. Dans ce modèle, la guerre continue n'est pas seulement une stratégie externe, mais aussi un instrument interne, un mécanisme pour revitaliser la société. Cette vision suggère que des conflits contrôlés et localisés pourraient discipliner une nation. De petites guerres, des conflits régionaux, des opérations militaires limitées. Tout cela servirait à maintenir la société mobilisée, sans provoquer de destruction totale. Selon cette interprétation, les guerres de grande échelle seraient trop dangereuses, surtout dans un monde doté d'armes nucléaires. C'est pourquoi l'accent serait mis sur des conflits régionaux, limités, gérables, des conflits capables de mobiliser la société sans déclencher des catastrophes mondiales. Cette idée, cependant, soulève une série de questions. Premièrement, si une société dépend constamment de la guerre pour maintenir sa cohésion, elle peut entrer dans un cycle dangereux. L'économie commence à tourner autour du conflit. La politique devient dépendante de la mobilisation militaire. Et la stabilité interne devient de plus en plus liée à l'existence d'ennemis extérieurs. Ce type de système peut devenir autosuffisant, mais aussi extrêmement instable. Parce que chaque guerre exige des ressources financières, des ressources humaines, des ressources industrielles. Avec le temps, le coût accumulé peut devenir énorme. Et cela peut générer une dynamique similaire à un système pyramidal. Chaque conflit exige de nouvelles ressources. Et ces ressources doivent souvent être obtenues par de nouvelles expansions, de nouvelles guerres, de nouveaux territoires. L'histoire offre des exemples clairs de ce processus. L'Allemagne nazie, par exemple, a étendu son territoire à travers des campagnes militaires successives. Chaque conquête fournissait des ressources temporaires, mais exigeait aussi de nouvelles expansions pour soutenir le système. Ce cycle a fini par conduire à un conflit mondial dévastateur. Une autre question importante concerne le leadership politique.
Une société fortement militarisée dépend généralement de figures centrales d'autorité. Des leaders capables de maintenir différents groupes unis, de contrôler les généraux, et de coordonner la mobilisation nationale. Mais cette structure possède un point faible. La succession. Que se passe-t-il lorsqu'un leader extrêmement dominant disparaît? Qui prend le contrôle? Et comment éviter des conflits internes entre factions militaires ou politiques? Cette question devient particulièrement pertinente dans des systèmes politiques hautement centralisés, lorsque une grande partie de la stabilité dépend de l'autorité d'une seule figure. L'absence de ce leader peut ouvrir la voie à des conflits internes, des rivalités entre élites, ou même à une fragmentation de l'État. C'est pourquoi certains analystes affirment que la plus grande faiblesse des systèmes basés sur un leadership personnaliste est justement l'après-leadership. Quand un leader fort est au pouvoir, l'unité peut sembler solide. Mais lorsqu'il disparaît, des tensions accumulées peuvent émerger rapidement. Dans le cas de la Russie contemporaine, cette question apparaît fréquemment dans les discussions stratégiques. Le système politique actuel est profondément associé à la figure de Vladimir Poutine. Son autorité, son expérience et son contrôle sur les élites politiques jouent un rôle central dans la stabilité du régime. Mais l'histoire montre qu'aucun leader ne reste éternellement. Et lorsque les systèmes politiques dépendent excessivement d'une seule figure, la transition du pouvoir peut devenir extrêmement délicate. Ce type de transition a déjà provoqué des crises graves dans de nombreux pays à travers l'histoire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un effondrement soit inévitable. Les États peuvent développer des institutions capables de gérer les successions, créer des mécanismes de continuité, et éviter les conflits internes. Mais plus un système politique est personnaliste, plus le risque tend à être élevé lors des moments de transition. C'est peut-être pour cela que la question centrale sur l'avenir de la Russie reste ouverte. Une société basée sur une mobilisation permanente peut-elle maintenir une stabilité à long terme? Ou cette structure crée-t-elle inévitablement des tensions internes difficiles à contrôler? La réponse n'est pas encore claire. Mais une chose est certaine. Comme cela s'est produit avec d'autres puissances au cours de l'histoire, le véritable test d'un système politique se produit rarement à son apogée. Il se produit pendant les transitions, pendant les moments de changement, pendant les périodes où de nouveaux leaders doivent assumer des responsabilités. Et c'est précisément dans ces moments que le destin d'une nation peut être redéfini. Pour comprendre pleinement cette théorie du Putinisme, il est nécessaire d'examiner de plus près la logique interne de cette pensée. Car, dans cette interprétation, la guerre cesse d'être seulement un instrument de politique extérieure. Elle commence à être perçue comme un mécanisme d'ingénierie sociale, un outil capable de transformer la nature même d'une société. L'idée centrale est relativement radicale. Les sociétés modernes basées sur la consommation tendent à devenir passives. Les individus commencent à organiser leur vie autour du confort personnel. Carrière, divertissement, stabilité économique. Tout cela crée de la prospérité, mais peut aussi réduire la disposition au sacrifice collectif. Selon cette lecture, ce type de société peut perdre sa capacité à faire face à des crises existentielles. Lorsqu'elle est confrontée à des menaces extérieures, la priorité de l'individu tend à être de préserver sa propre sécurité, et non de défendre le système collectif. C'est précisément là qu'apparaît le concept du Guerrien. Le guerrier représente l'opposé du consommateur. Il ne vit pas uniquement pour lui-même. Il croit que ses actions peuvent influencer le destin de sa nation. Il accepte les risques, accepte les sacrifices, et, dans des cas extrêmes, accepte même sa propre mort au nom d'un objectif collectif. Pour illustrer cette logique, certains penseurs utilisent des expériences mentales. Imaginez un groupe de personnes isolées dans un environnement hostile. Une île, par exemple. Dans cet endroit, tous font face à une menace commune. Une menace capable de détruire l'ensemble du groupe. Dans ce type de situation, les rivalités individuelles disparaissent rapidement. Les individus commencent à coopérer, à travailler ensemble, à se défendre mutuellement. Le danger crée l'unité. Dans cette logique, la guerre peut fonctionner comme un catalyseur social. Elle impose de la discipline, crée des structures de coopération et génère un fort sentiment de finalité collective.
Même la mort acquiert une signification symbolique. L'individu qui meurt au combat peut être perçu comme un héros, comme quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour le bien de la communauté. Cette manière de penser n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, de nombreuses civilisations ont profondément valorisé l'idéal du guerrier. Sparte, Rome, diverses sociétés médiévales. Dans tous ces cas, la guerre jouait un rôle central dans l'organisation sociale. Cependant, cette vision contient également des contradictions profondes, car une société mobilisée en permanence pour la guerre fait face à d'énormes défis. Premièrement, le coût économique. Maintenir une économie de guerre exige des ressources massives, des industries dédiées à la production militaire, de vastes contingents de soldats, des investissements constants en armement. Deuxièmement, le coût humain. Même des guerres limitées entraînent des pertes, des soldats morts, les familles affectées, les communautés impactées. Avec le temps, ces coûts peuvent s'accumuler. Troisièmement, le risque d'escalade. Les guerres restent rarement parfaitement contrôlées. Les conflits locaux peuvent s'étendre. Des alliances peuvent être activées. Des rivalités régionales peuvent s'intensifier. Ce risque est devenu encore plus grave à l'ère nucléaire. Aujourd'hui, les grandes puissances disposent d'arsenaux capables de détruire des civilisations entières. C'est pourquoi les conflits directs entre puissances nucléaires sont considérés comme extrêmement dangereux. Une escalade incontrôlée pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la planète. C'est pour cette raison que certaines stratégies modernes cherchent à limiter les guerres à des conflits régionaux. Des conflits petits, localisés, gérables, des conflits pouvant être contenus sans déclencher de réaction en chaîne. Mais même ce type de stratégie comporte des risques, car chaque guerre génère de nouvelles tensions, de nouveaux ressentiments, de nouveaux cycles de rivalité. En outre, il existe une autre contradiction importante au sein même de l'idée de société guerrière. Une société militarisée peut produire des citoyens disciplinés et mobilisés. Mais elle peut aussi créer des forces armées extrêmement puissantes. Et des forces armées puissantes possèdent leur propre dynamique politique. Des soldats entraînés à combattre. Des généraux habitués à exercer l'autorité. Des institutions militaires hautement organisées. Ces éléments peuvent représenter une force politique significative au sein d'un pays. Historiquement, de nombreuses sociétés militarisées ont été confrontées à ce problème. Lorsque l'armée devient l'institution dominante, elle peut commencer à rivaliser avec le pouvoir civil. Coup d'État. Rébellion militaire. Lutte interne pour le contrôle du gouvernement. Ces événements apparaissent de manière récurrente dans l'histoire. Cette contradiction soulève une question cruciale. Une société fondée sur une mobilisation militaire permanente peut-elle rester politiquement stable? Ou crée-t-elle inévitablement des forces internes difficiles à contrôler? Cette question devient encore plus complexe lorsque l'on prend en compte le facteur du leadership. Les systèmes politiques fortement centralisés dépendent souvent de l'autorité d'un leader dominant. Un leader capable d'équilibrer différents groupes de pouvoir, de contrôler les élites politiques et de maintenir la discipline au sein des institutions militaires. Tant que ce leader reste au pouvoir, le système peut sembler solide. Mais lorsqu'il disparaît, la situation peut changer rapidement. Des factions rivales peuvent émerger. Des conflits internes peuvent éclater. Et les structures politiques peuvent se fragmenter. C'est pourquoi de nombreux analystes considèrent la succession du leadership comme l'un des moments les plus délicats pour tout régime politique. En particulier les régimes hautement personnalistes. Dans ces systèmes, l'autorité n'est pas distribuée à travers des institutions stables. Elle est concentrée entre les mains d'une seule personne. Lorsque cette personne disparaît, une question inévitable surgit. Qui prend le contrôle? Et comment éviter que la lutte pour le pouvoir ne détruise le système lui-même? Dans le cas de la Russie contemporaine, cette question apparaît fréquemment dans les analyses géopolitiques. La stabilité politique actuelle est profondément liée au leadership de Vladimir Poutine. Son autorité s'est consolidée au fil des décennies. Son influence traverse les institutions militaires, politiques et économiques.
mais aucun leader ne reste au pouvoir indéfiniment. Et lorsque cette phase prendra fin, la Russie fera face à un moment décisif. Un moment qui pourra définir l'avenir du pays pour de nombreuses décennies. Si les institutions sont suffisamment solides, la transition pourra se produire de manière relativement stable. Mais si le système dépend excessivement d'un leadership individuel, des tensions accumulées peuvent émerger avec force. C'est peut-être là la véritable question derrière toutes ces théories. Non seulement l'avenir de la Russie, mais le destin de tout système politique hautement centralisé. Car, en fin de compte, le test le plus difficile d'un régime ne se produit jamais au sommet de sa puissance. Il se produit lors de la succession. Si nous acceptons provisoirement cette interprétation du Poutinisme, alors une question encore plus profonde se pose. Si la guerre peut réellement fonctionner comme un mécanisme de renouvellement social, ou si, à long terme, elle détruit inévitablement ce qu'elle cherche à préserver. Ce doute apparaît de manière répétée dans l'histoire. Les civilisations qui se sont organisées autour de la guerre ont souvent atteint une puissance militaire immense. Mais elles ont aussi affronté des cycles constants d'instabilité. La logique de la société guerrière repose sur une observation simple. Lorsqu'une communauté fait face à un danger commun, ses divisions internes diminuent. Différences politiques, conflits sociaux, rivalités régionales. Tout cela tend à être temporairement suspendu. La survie collective devient la priorité. Ce phénomène est connu depuis longtemps. Lors de grandes guerres, des populations entières démontrent souvent des niveaux extraordinaires de coopération. Les industries se réorganisent. Les citoyens acceptent des sacrifices. Les gouvernements étendent leur autorité. Le pays tout entier entre en état de mobilisation. Dans ce sens, la guerre peut réellement créer de la cohésion. Elle peut générer de la discipline. Elle peut produire un puissant sentiment de finalité collective. Mais ce même processus possède aussi un côté dangereux. Car les sociétés organisées en permanence autour de la guerre tendent à développer des structures extrêmement rigides. L'économie commence à dépendre de la production militaire. La politique commence à dépendre de la mobilisation permanente. Et le système entier commence à nécessiter des conflits constants pour se maintenir. Cette dynamique peut créer un cycle difficile à interrompre. Si l'économie dépend de la guerre, si l'identité nationale dépend de la guerre, si la légitimité politique dépend de la guerre, alors la paix peut devenir un problème. Historiquement, ce type de structure a conduit certains régimes à rechercher des conflits successifs. Chaque victoire exigeait de nouveaux objectifs. Chaque mobilisation exigeait de nouveaux ennemis. Et chaque expansion créait de nouvelles frontières instables. C'est exactement ce type de logique qui a conduit certains empires à s'étendre continuellement. Rome à certaines périodes de son histoire. L'Allemagne durant le régime nazi. D'autres puissances ayant poursuivi une croissance territoriale constante. Mais cette stratégie a presque toujours rencontré des limites. Les ressources s'épuisent. Les populations se fatiguent. Et les résistances extérieures commencent à croître. C'est pourquoi de nombreux historiens décrivent les guerres expansionnistes prolongées comme des systèmes instables. Elles peuvent fonctionner pendant un certain temps, mais finissent souvent par créer des crises internes ou des confrontations extérieures dévastatrices. Dans le cas de la Russie contemporaine, certains analystes soulèvent précisément cette inquiétude. Si une société s'organise autour d'une mobilisation permanente, elle peut faire face à des pressions croissantes au fil du temps. Pression économique, pression démographique, pression politique. Un autre élément important concerne la nature de l'économie moderne. Les guerres prolongées exigent d'énormes quantités de ressources. Énergie, métaux, technologie, production industrielle. Maintenir une économie militarisée peut générer une croissance temporaire. Mais elle peut aussi détourner des investissements de secteurs civils essentiels. Éducation, infrastructure, innovation technologique. En outre, il y a la question démographique. Les conflits prolongés affectent généralement particulièrement les populations jeunes, soldats, travailleurs, familles. Au fil des décennies, cet impact peut profondément modifier la structure sociale d'un pays. Ces facteurs soulèvent une question stratégique centrale. Une société fondée sur une mobilisation militaire constante peut-elle rester compétitive dans un monde hautement technologique et économiquement interdépendant? Ou risque-t-elle de s'isoler progressivement?
Cette question devient encore plus complexe lorsque nous considérons le contexte international actuel. Le monde évolue lentement vers un système multipolaire. Plusieurs centres de pouvoir émergent simultanément. États-Unis, Chine, Union européenne, Russie, d'autres puissances régionales. Dans ce type de système, les conflits directs entre grandes puissances deviennent extrêmement dangereux, surtout en raison de l'existence d'arsenaux nucléaires. C'est pourquoi les affrontements ont souvent lieu de manière indirecte. Influence régionale, technologie, économie, information. Cette réalité peut fortement limiter les stratégies fondées sur des confrontations militaires constantes, car chaque conflit local comporte un risque d'escalade. Et toute escalade entre puissances nucléaires peut avoir des conséquences imprévisibles. Mais il existe encore un dernier élément dans cette équation. La succession du leadership. Comme nous l'avons vu précédemment, les systèmes politiques hautement personnalistes rencontrent souvent des difficultés lorsque le leader dominant quitte le pouvoir. Les institutions doivent assumer des responsabilités. De nouveaux leaders doivent émerger. Les équilibres internes doivent être reconstruits. Si ces transitions sont mal gérées, des rivalités internes peuvent apparaître. Fions politiques. Conflits entre élites, conflits entre institutions. Dans des cas extrêmes, l'État lui-même peut se fragmenter. Ce type de scénario s'est déjà produit à de nombreuses reprises dans l'histoire, en particulier dans des régimes où une grande partie de la stabilité dépendait de l'autorité personnelle d'un leader. C'est pourquoi certains analystes affirment que le véritable test de tout système politique ne se produit pas durant sa période de plus grande puissance. Il se produit durant la transition, lorsque le leader central disparaît, lorsque de nouvelles forces commencent à rivaliser pour l'influence, lorsque l'avenir du système doit être redéfini. Si les institutions sont solides, le système peut survivre. Si elles sont fragiles, la transition peut devenir turbulente. Dans le cas de la Russie, ces questions restent ouvertes. Personne ne sait exactement comment le système politique évoluera dans les prochaines décennies. Mais une chose est certaine. L'histoire montre à plusieurs reprises que le destin d'une nation n'est que rarement déterminé uniquement par des guerres extérieures. Il dépend surtout de la manière dont cette société organise son propre pouvoir. Et c'est précisément pour cela que les débats sur des idéologies comme le Moushin-Poutinisme continuent de susciter autant d'intérêt parmi les analystes géopolitiques. Car, au fond, ces idées ne concernent pas seulement la Russie. Elles reflètent un débat beaucoup plus large, sur le rôle de la guerre, sur la nature des sociétés modernes, et sur la manière dont les nations tentent de trouver un sens et un objectif dans un monde de plus en plus incertain. Peut-être est-ce précisément à ce point que cette discussion devient la plus pertinente. Elle nous oblige à nous poser une question. Quel type de société voulons-nous construire? Une société fondée sur la consommation? Ou une société mobilisée en permanence pour le conflit? Et cette question, tôt ou tard, finit par atteindre toutes les nations. Si nous poussons cette théorie jusqu'à ses dernières conséquences, nous arrivons à une conclusion inquiétante. Une société organisée en permanence autour de la guerre a besoin de quelque chose d'essentiel pour fonctionner. Une autorité centrale. Un leadership fort. Une figure capable de diriger l'énergie collective. Sans cette figure, la logique même de la mobilisation permanente peut se retourner contre le système. Historiquement, les sociétés hautement militarisées ont presque toujours dépendu de leaders très puissants. Rois, empereurs, généraux dominants. Des figures capables de contrôler différents centres de pouvoir, en particulier l'armée elle-même. Car lorsqu'une société entière s'organise autour d'une logique guerrière, le pouvoir militaire devient immense. Des soldats armés, des généraux expérimentés, des institutions militaires extrêmement disciplinées. Ce type de structure peut être une grande force externe, mais aussi représenter un risque interne. En l'absence d'une autorité centrale incontestée, différentes factions peuvent commencer à se disputer le contrôle. Les généraux peuvent entrer en compétition entre eux. Les élites politiques peuvent tenter de s'emparer du pouvoir. Et le système peut se fragmenter rapidement. C'est un problème classique dans les sociétés fondées sur une culture guerrière. Tant qu'un leader fort existe, l'unité peut sembler solide.
Mais lorsque ce leader disparaît, les tensions accumulées peuvent exploser. L'histoire enregistre de nombreux exemples de ce phénomène. Des empires restés stables pendant des décennies sous un leader dominant, mais qui sont entrés en conflit interne peu après sa mort. C'est précisément ici qu'apparaît ce que certains analystes considèrent comme la plus grande vulnérabilité du système politique russe contemporain. La question de la succession. Le système actuel de pouvoir en Russie a été façonné au fil de nombreuses années sous le leadership de Vladimir Poutine. Son autorité politique, son contrôle sur les institutions et sa capacité à équilibrer différentes élites jouent un rôle central dans la stabilité du régime. Mais aucun leader ne reste éternellement. Et lorsqu'une figure centrale domine un système pendant longtemps, la succession devient un moment particulièrement délicat. Qui prend le contrôle? Comment maintenir l'unité entre différents centres de pouvoir? Comment éviter des conflits entre factions militaires, politiques et économiques? Selon certaines analyses, cela pourrait être la véritable faiblesse structurelle de la Russie contemporaine. Pas nécessairement son économie, ni son armée, mais l'avenir après le leadership actuel. Si une société entière est organisée autour d'une mobilisation permanente pour le conflit, cette mobilisation exige une direction, coordination, discipline. Sans cela, des forces militaires puissantes peuvent commencer à agir de manière indépendante. Les généraux peuvent contester l'autorité. Les régions peuvent chercher plus d'autonomie. Et l'État lui-même peut faire face à des pressions centrifuges. Dans des systèmes hautement centralisés, ce type de transition peut être particulièrement dangereux, car les institutions ne sont souvent pas conçues pour fonctionner sans la figure dominante qui les maintenait unies. Cette inquiétude n'est pas propre à la Russie. Elle apparaît dans de nombreux systèmes politiques à travers l'histoire, chaque fois qu'une grande partie de la stabilité dépend de l'autorité d'un seul leader. Lorsque ce leader disparaît, deux scénarios sont possibles. Si des institutions solides existent, la transition peut se dérouler de manière relativement stable. Mais si le système est excessivement personnaliste, des conflits internes peuvent émerger rapidement. Certains analystes affirment que les sociétés organisées autour d'une mobilisation militaire permanente font face précisément à ce dilemme. Elles ont besoin de leaders forts. Mais des leaders très forts peuvent affaiblir des institutions indépendantes. Et lorsque ces leaders disparaissent, le système peut se retrouver sans mécanisme clair de succession. Ce paradoxe est au cœur de nombreuses discussions sur l'avenir de la Russie. D'un côté, le leadership actuel a réussi à restaurer la stabilité après le chaos des années 1990, à réorganiser les institutions, à renforcer le pouvoir de l'État et à consolider une identité nationale plus affirmée. D'un autre côté, plus un système s'identifie à un seul leader, plus sa transition future peut devenir complexe. Et ce moment de transition peut définir le destin d'un pays pour des générations. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un effondrement soit inévitable. Les États peuvent adapter leurs institutions, créer des mécanismes de succession et garantir une continuité politique. Mais plus un système est centralisé, plus le défi tend à être grand. C'est pourquoi certains analystes suggèrent que le véritable test du Poutinisme n'a pas encore eu lieu. Il ne se produira pas au sommet de la mobilisation, ni pendant les conflits extérieurs. Il se produira au moment où le leadership actuel quittera le pouvoir. C'est à ce moment-là que l'on verra si le système a réussi à construire des institutions capables de survivre au-delà d'un seul leader, ou si des tensions internes commenceront à émerger. Cette question reste sans réponse, car l'histoire est encore en cours. Et l'avenir de la Russie dépendra non seulement des guerres ou des disputes géopolitiques, mais aussi de la manière dont son propre système politique évoluera dans les années à venir. Peut-être est-ce là la leçon finale de toute cette discussion. Les grandes puissances ne sont pas définies uniquement par leurs forces militaires. Elles sont définies par leur capacité à gérer le pouvoir au fil du temps, surtout dans les moments les plus délicats, les moments de transition. Et c'est précisément dans ces moments que le destin d'une nation peut changer complètement. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces.
Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.